Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyran. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la roue des émotions. Vous le savez, nous avons tous 6 émotions qui animent notre santé mentale: la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise, le dégoût. Et comme chaque semaine, je vous propose de décrypter des faits marquants de l'actualité par le prisme des émotions. Et cette semaine, je reçois Aël et Charlie. Bonjour. Bonjour. Et vous parlez psy avec vos communautés sur les réseaux sociaux, plus de 60 000 abonnés, et vous êtes plus connus sous le nom de Culture Psy. Merci de nous aider à prendre de la distance et à rester flexible sur le plan mental face à l'actualité. On commence avec une actualité récurrente près de votre communauté, vous l'avez souvent traité au fil des semaines. Le 24 juin 2022, la Cour suprême des États-Unis a révoqué un arrêt qui reconnaissait l'avortement comme un droit protégé par la Constitution américaine. Cette décision est venue couronner 50 ans d'une lutte méthodique menée par la droite décrite religieuse. Le président Joe Biden a dénoncé une erreur tragique qui met la santé et la vie des femmes en danger. On sent bien le débat de fond et combien il est délicat. Alors cette actualité, elle remonte beaucoup, vous nous le dites, dans votre communauté, Aël et Charlie. Avec quelle émotion votre communauté réagit-elle et comment on peut prendre de la distance ? Alors l'émotion qui nous est plus revenue par rapport à ce sujet, c'est la peur. La peur parce que de voir un arrêt qui était dans la Constitution américaine, qui protégeait le droit des femmes, le voir révoqué de la sorte en 2022, ça fait peur. Ça fait peur aux femmes de se dire que potentiellement elles ne pourraient plus disposer de leur corps, avoir recours à des avortements clandestins qui, on le sait, sont à risque. Et de voir également cet amendement révoqué dans un pays comme les États-Unis, un pays occidental, ça augmente l'intensité de la peur parce que on se dit qu'elle pourrait cela pourrait arriver finalement en France aussi. Alors qu'on parle d'inscrire dans la Constitution. David, comment vous réagissez ? Avec quelle émotion votre communauté est impactée par ce sujet ? Alors, la peur, effectivement aussi, parce que dans la peur, il y a toujours cette idée qu'un scénario incertain et tragique pourrait arriver. Donc forcément, il y a cette idée que cela puisse arriver jusqu'à chez nous, qu'il puisse y avoir un retour en arrière par rapport aux droits des femmes. Et la peur aussi, parce que c'est un phénomène, comme vous le disiez, qui est mondial et que aux 4 coins du globe se passent aussi différentes actualités, comme par exemple les différents féminicides qu'il peut y avoir en Iran ou la révolte des femmes iraniennes. Donc c'est vraiment un sujet qui est systémique et qui fait peur parce qu'il y a eu quand même des évolutions, surtout ces dernières années, au niveau sociétal et au niveau culturel, sur la manière dont on se représente la féminité, la femme. Et là, on a l'impression qu'on régresse. Et donc, c'est un scénario que, je pense, de nombreuses personnes n'ont pas envie d'envisager. Alors nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de garder de la flexibilité mentale sur le sujet. Aël, je vais vous demander de tourner la roue des émotions et on va voir si nous parvenons, avec le regard psy que vous nous portez, à observer cette actualité qui pour certains est ressentie comme un recul sur le droit des femmes. Est-ce qu'on peut y trouver de la joie quelque part, Aël ? Alors c'est très compliqué, ça demande une flexibilité mentale énorme pour trouver de la joie là-dedans, dans une telle proposition. Évidemment, la joie, on peut l'imaginer pour les personnes qui ont manifesté contre l'avortement, ça c'est sûr. C'est eux qui ont porté le projet à bout. La joie d'avoir abouti à faire retirer ce texte et que leurs convictions soient entendues, parce que eux, leur propos, c'est de dire que l'avortement, c'est tuer une vie, quoi, pour résumer. C'est ça, mais c'est très dur d'avoir une flexibilité mentale quand on est opposé, parce que c'est un projet, c'est quelque chose qui clive. Finalement, le droit des femmes, c'est compliqué d'avoir une autre position là-dessus, parce qu'on parle de droits humains fondamentaux.
Et c'est là où la flexibilité mentale est extrêmement compliquée. Effectivement, elle est difficile à entrevoir, cette émotion, la joie, si on se positionne bien sûr du côté des personnes qui sont pour l'avortement, mais les émotions, c'est aussi ça finalement, en fonction de la manière dont on se positionne politiquement sur ce débat éthique et de fond auquel on ne répond pas du tout, mais ça peut générer de la joie chez les personnes qui peuvent avoir un soulagement dans cette reconnaissance idéale de la vie humaine qui ne doit pas être stoppée. La joie, si on cherche un peu, on peut la retrouver aussi dans la solidarité, peut-être que les personnes qui protestent contre ces avortements et où elles peuvent se retrouver et s'unir face à une cause commune, ça peut générer de la solidarité, ça peut générer donc de la colère qui génère de la solidarité et de la solidarité qui peut générer de la joie de rencontrer des personnes qui se positionnent de manière idéologique, de manière semblable à nous. Et sur un sujet aussi délicat que le droit des femmes, l'avortement, on voit bien que ce qui est en tout cas intéressant, c'est de rester flexible sur le plan mental, de se rappeler que tout juge ment et qu'il est toujours favorable de se dire toi tu ressens de la joie, c'est sûrement légitime, toi tu ressens de la colère, du dégoût, c'est sûrement légitime, toutes les émotions sont légitimes et on apprend à travers ce sujet que c'est une question de prisme, de croyance. Si je crois que là c'est de la joie, c'est parce que ce sont mes prismes et mes croyances qui me le font exprimer, et si je crois que là c'est de la colère ou du dégoût, ce sont mes prismes et mes croyances qui me le font exprimer. Est-ce que ça vous convient comme tentative d'explication à elle? Oui, c'est exactement ça. En psychologie, par rapport aux émotions, on dit souvent que la meilleure manière finalement de les vivre, c'est de les accepter, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. C'est exactement ce que vous décrivez. Le 14 octobre 2021, l'État français a été condamné pour inaction climatique suite à ce qui est décrit comme l'affaire du siècle. Ces changements climatiques et l'inaction de l'État inquiètent les jeunes. Vous nous rapportez que votre communauté vous saisit beaucoup sur les réseaux sociaux sur cette question. Il y a eu une pétition signée par 2 millions de citoyens. Les juges ont même condamné l'État français à réparer le préjudice écologique pour non-respect des engagements climatiques. C'est une première mondiale et il y avait alors 14 mois pour agir. Alors qu'est-ce que vous disent votre communauté sur ce sujet, Charlie, et avec quelle émotion réagissent-ils? Alors, comme vous le dites, il y a eu cette pétition, mais avant cette pétition, il y a eu de la colère. Il y a eu de la colère très forte et très massive, très collective. Et cette colère, elle est déjà par rapport à l'inaction du gouvernement, mais aussi parce que il y a cette échéance qui arrive. On a vu par exemple avec le rapport du GIEC des conséquences possibles en 2050 si nous n'agissons pas dans l'instant présent. Et forcément, ça génère de la colère parce que les jeunes s'inquiètent et ils s'inquiètent et ils ne voient pas le bout du tunnel avec des actions qui ne sont pas présentes dans l'instant présent. Concrètement, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qui est attendu? Qu'est-ce que votre communauté souhaiterait voir se réaliser? C'est des politiques qui soient davantage axées sur l'écologie. C'est peut-être aussi diminuer ou d'une manière restreindre les plus gros pollueurs, parce qu'il y a beaucoup d'actions qui sont faites au niveau individuel, mais au final au niveau collectif ou à un niveau beaucoup plus massif ou des grosses entreprises, là les personnes n'ont pas l'impression qu'il y a de sanctions. Et donc, forcément, c'est ça qui découle de cette colère, c'est cette motivation à l'action et cette pétition pour pouvoir justement faire réfléchir. Elle a un nom, cette pétition? Elle s'appelle comment? Est-ce qu'on l'a repérée? Comment ça s'appelle? L'affaire du siècle. L'affaire du siècle. C'est le nom siècle, de la pétition, l'affaire du siècle. C'est le nom qu'a porté le projet, un projet qui était soutenu aussi par des influenceurs, et ces influenceurs qui avaient une portée, on va dire, sur les jeunes, ce qui a motivé finalement créer ce noyau de militantisme. Et on peut parler de colère, vu qu'il y a une mise à l'action assez importante qui en a découlé. On tourne la roue des émotions, elle, si vous le voulez bien, pour regarder la flexibilité mentale, et vous tombez sur la peur. Alors, est-ce qu'il y a de la peur dans cette actualité qui est celle de condamner l'État français suite à cette pétition décrite comme l'affaire du siècle sur des enjeux climatiques?
Il y a de la peur, très clairement. C'est une autre émotion à laquelle on a pensé avant la colère, mais on a préféré d'abord privilégier la colère. Parce qu'on en parle moins. La peur, on en parle très souvent avec notamment le terme d'éco-anxiété. C'est un terme qu'on peut critiquer un peu dans le sens où il psychiatrise finalement ce ressenti. Parce que l'éco-anxiété, qu'est-ce qu'on décrit là-dedans? C'est le fait d'imaginer des scénarios catastrophes, de s'imaginer le pire finalement. Et c'est quelque chose qu'il faut aussi légitimer, dire que la peur, c'est normal et ce n'est pas spécialement une pathologie comme l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, c'est légitime. La peur, c'est légitime, mais pas la paranoïa, parce que ça peut être pathologique, Charlie. Oui, bien sûr, tout à fait. Et pour compléter, vis-à-vis de l'éco-anxiété, là, on est sur des scénarios qui ne sont plus catastrophes, mais qui sont réels et qui sont décrits par les experts. C'est dans ce sens-là où, en fait, oui, on peut avoir peur de ce futur-là, si on n'agit pas. Et effectivement, la manière dont ces deux émotions primaires se coordonnent est très intéressante. Déjà parce que c'est la peur vis-à-vis de l'avenir et de la peur dont va découler aussi de la colère et de la colère qui découle l'action de cette pétition. On se retrouve dans quelques instants pour poursuivre avec la roue des émotions sur Sud Radio. Il sera question d'un talentueux YouTuber qui organise une compétition automobile de Formule 4. Et nous parlerons également d'une série d'âmeurs qui sur Netflix fait un malheur. À tout de suite. Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyran. Comme chaque semaine, je vous propose d'observer des faits marquants de l'actualité avec le regard psy. Et je reçois Aël et Charlie. Culture Psy sur les réseaux sociaux, c'est 60 000 abonnés. Autant dire que vous parlez psy avec vos abonnés toutes les semaines pour donner de l'information en santé mentale et aider chacun d'entre nous et les jeunes en particulier qui vous suivent à garder beaucoup de flexibilité mentale. Ce sont beaucoup de jeunes, Aël, qui vous suivent sur les réseaux sociaux. C'est une majorité très clairement dans notre communauté de jeunes qui nous suivent et qui ont pu répondre d'ailleurs aux actualités que nous observons aujourd'hui. Il y en a une qui revient beaucoup. Le 8 octobre 2022, le premier YouTuber, là, vraiment ça concerne beaucoup aussi les jeunes, Squeezie, alias Lucas Auchard, a organisé le GP Explorer, une compétition automobile de Formule 4. Peut-être certains connaissent, de circuit Bugatti du Mans, et ça réunit 22 personnalités d'Internet, 37 000 spectateurs sur le circuit, 1 million sur les réseaux sociaux et Twitch en particulier, avec un record national. Alors, qu'est-ce qu'on observe comme émotion sur cet événement, Aël ? C'est très clairement de la joie. De la joie à plusieurs niveaux pour les personnes qui ont participé, les personnes qui étaient présentes. C'est quand même un projet important. On se dit premier youtubeur de France qui organise une course automobile. C'est une première même mondiale parce que ça a inspiré même des youtubeurs étrangers qui pensent vouloir faire la même chose. Et pour les personnes qui ont assisté à cette course, on a pu l'observer nous-mêmes dans le chat de Twitch. C'était énormément de joie. Ce sera reproduit, c'est sur quel circuit? Et ce sera reproduit chaque année? Ils pensent le reproduire pour l'année prochaine. Rien de sûr pour le moment, mais c'est prévu au vu du succès de l'événement. Donc un grand succès qui mobilise aussi des youtubeurs et la façon d'être à la communication, en relation aux autres aujourd'hui avec les réseaux sociaux et par exemple à YouTube. Oui, tout à fait. C'est sur le circuit Bugatti du Mans, donc un circuit en plus qui est légendaire et qui a vu de très grands pilotes s'affronter. Donc c'est vraiment un événement qui a pu faire prendre une dimension tout à fait inédite à la communauté, à la fois à Twitch et des vidéastes sur Internet. Et la joie et l'excitation, qui sont deux émotions avec une comme on l'appelle en anglais l'appraisal, mais en français l'activation physiologique très forte, avec beaucoup d'émulsions, beaucoup d'échanges, beaucoup de passion, beaucoup de découvertes, notamment pour des personnes qui ne connaissaient pas du tout le sport automobile, mais et d'autres qui ne connaissaient pas Twitch, parce que on est nombreux à ne pas connaître. C'est quoi exactement? C'est une méthodologie de diffusion comme un réseau social?
Oui, c'est un réseau où les personnes partagent en fait des lives en direct. Ça peut être sur énormément de sujets différents, sur du sport, sur des jeux vidéo, sur des réflexions de sujets divers. Donc c'est vraiment une richesse et c'est d'autant plus impressionnant que ça a rassemblé énormément de personnes au même endroit. Aël, je vous invite à tourner la roue des émotions pour voir si nous pouvons observer ces événements fédérateurs avec cette fois-ci de la tristesse. Alors, est-ce qu'il y a de la tristesse à observer que sur un circuit se réunissent 37 000 téléspectateurs, 1 million de spectateurs sur Switch pour une course automobile de Formule 4 sur un circuit emblématique comme celui de Bugatti au Mans. Je vous livre l'exercice. Ah oui, voilà, c'est des émotions assez opposées, mais ça montre que la flexibilité mentale, c'est possible. Éventuellement, ce qu'on peut imaginer par rapport à la tristesse et qui fait écho à notre sujet précédent, c'est la question environnementale. Les sports automobiles, bien que très intéressants, sont pollueurs. Et là, ici, ce n'était pas une alternative écologique avec des voitures qui roulent à plus de 200 km/h. Donc, on imagine... la pollution. Tout à fait. Et les impacts sur l'environnement. Et cela, ça a de quoi émouvoir, avec tristesse, j'imagine, grand nombre de vos internautes et de ceux qui vous suivent. Oui, mais si je peux rajouter aussi peut-être un prisme différent pour générer cette tristesse, ça va être peut-être la tristesse aussi d'avoir vécu un trop bon moment. Et vous savez, parfois vous regardez une émission, une série, un film, un spectacle, que sais-je, et puis ça se finit. Et puis quand ça se finit, il y a quelque chose qui se brise et on doit retourner dans quelque chose de plus quotidien. Et ça peut générer de la tristesse aussi, d'avoir vécu quelque chose de tellement fort, de tellement activant, avec une valence émotionnelle qui est plutôt positive, que au final le retour à la vie normale peut être triste. Et puis enfin, un dernier prisme d'interprétation pour cette tristesse, ça peut notamment être, par exemple, je sais pas, des personnes qui regardaient, qui avaient très envie de voir leur youtubeur ou leur vidéaste favori gagner et qui soit a eu un accident, soit n'a pas gagné ou arrivé en dernière position. Et ça peut aussi générer de la tristesse, même si forcément la joie reste prédominante dans cette événement. Et moi, sur ce type d'événement, je me risque à une autre émotion, celle de la surprise. Les grands prix de Formule 1, les grandes courses automobiles et celle-ci peut-être. 2 axes de surprise à réfléchir, la compensation écologique. Comment est-ce que ces grands prix peuvent compenser d'un point de vue écologique la pollution qu'ils génèrent? Et on leur livre la réflexion s'ils nous écoutent. Et puis, le deuxième axe de surprise, c'est la compensation solidaire. Comment est-ce que ces grands prix qui génèrent beaucoup d'argent ne peuvent-ils pas devenir solidaires et soutenir des causes ou écologiques ou la santé mentale qui nous est chère, et en prenant le risque du social washing, bien sûr. Mais moi, j'ai coutume de dire qu'il vaut mieux donner et prendre le risque du social washing que de rien donner du tout et de polluer et de ne pas s'engager dans des causes. Alors, à bon entendeur, salut. 4e actualité. Le 21 septembre 2022, la série Dahmer est arrivée sur Netflix. Une série qui relate l'histoire d'un tueur en série, Jeffrey Dahmer, qui est devenu rapidement viral. Beaucoup de succès et ça a été repris sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce à dire des émotions que cela implique pour notre santé mentale à elle ? L'émotion qu'on peut ressentir par rapport à cette série, même si ça peut être assez étonnant, parce que maintenant Netflix et ce type de plateforme pour les jeunes sont énormément suivis, même plus que la télé, c'est le dégoût, parce qu'on parle déjà d'un tueur en série, donc un sujet qui est assez clivé par essence, mais également d'une série qui a romantisé l'histoire d'un tueur en série. Et ça d'ailleurs, cette phrase, c'est même le père, le vrai père de Jeffrey Dahmer, donc Lionel Dahmer, qui a dit que cette série avait glamourisé l'histoire de son fils. Donc c'est vraiment un certain dégoût de la part de certains téléspectateurs et même des personnes qui ont vécu l'affaire. Charlie, que vous disent vos internautes et les personnes qui vous suivent sur
votre communauté, dans votre communauté? Il y a aussi, par rapport au dégoût, tout cet aspect lié notamment au fait que la série, vu qu'elle a été virale, a été énormément reprise sur les réseaux sociaux. Des personnalités publiques ont pu, par exemple, utiliser des trends ou des mèmes qui venaient de cette série. Et on peut se questionner quand même sur le dégoût, tout ça, derrière tout ça, en voyant à quel point les actes commis ont été absolument affreux, avec des conséquences catastrophiques, et que les tournées en dérision à finalité comique n'est peut-être pas non plus extrêmement bienvenue, surtout quand on sait que la série n'a pas été faite en concertation avec la plupart des familles des victimes. On tourne la roue des émotions à elle pour voir si nous parvenons à observer le succès de ces séries, et par exemple sur des plateformes comme Netflix avec un autre angle émotionnel. Et alors, vous êtes tombé sur... La tristesse. La tristesse, à elle. Est-ce qu'on peut trouver de la tristesse dans cet engouement pour les plateformes de replay et de diffusion de contenu, et qui, par exemple, avec cette série que nous évoquions, Dahmer, participe à romancer même des crimes et des serial killers? Tout à fait, la tristesse, elle est assez facile à trouver déjà si on est en empathie avec les familles des victimes qui, comme on l'a dit, n'ont eu aucune concertation, compensation financière pour cette série qui retrace une partie de leur vie, d'un événement traumatique. Et de la tristesse, on peut l'avoir aussi si on a regardé cette série pour cette histoire qui est, on le rappelle, quand même un drame. Que ça soit pour les personnes qui l'ont vécu de plus ou moins près ou de loin, parce que ça a été aussi une période de stigmatisation pour, par exemple, la communauté noire et homosexuelle. Charlie ? Oui, tout à fait. Je rejoins complètement ce que tu disais, notamment le fait qu'avec l'impact qu'a eu la viralité de cette série, c'est aussi peut-être du chagrin qui se réactive de la part de ces familles, mais aussi peut-être le fait qu'elle soit mise encore sur le devant de la scène, là où peut-être qu'elle pensait que ça se serait terminé il y a quelques temps. Et puis la tristesse quand on voit que c'est une forme de perte, encore une fois. La perte engendre souvent la tristesse, bien que tout un panel d'émotions, mais parce que d'un point de vue social, il y a souvent cette idée-là que l'émotion de la tristesse apporte du soutien, et peut-être que les familles ont besoin de soutien en ce moment. Est-ce que vous seriez d'accord tous les deux pour dire qu'il y a quelque chose qui marche bien en santé mentale? C'est un peu de tout. Peut-être que ce sont les abus qui créent parfois les pathologies, les addictions, et que Netflix, les séries et les réseaux sociaux, comme tout comportement auquel nous avons accès dans la vie, c'est top, mais un peu de tout. C'est peut-être bien d'aller voir des séries, mais peut-être pas d'y passer toutes ces soirées. Qu'est-ce que vous en pensez à elle? Est-ce que je tiens un discours un peu ringard, loin de ce que disent les personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux? Non, du tout, et c'est un discours qu'on tient énormément en psychologie, le fait de diversifier à la fois son ressenti dans ce qu'on peut faire, dans ce qu'on peut appréhender, prendre du recul sur la situation, voir d'autres points de vue aussi, c'est important pour avoir une bonne santé mentale. Et Charlie, avoir une bonne santé mentale aussi, c'est être dans un registre de temporalité où il y a de la cohérence, et puis zapper d'une série à l'autre, d'une chaîne à l'autre, d'un réseau social à l'autre, ça crée aussi des mécanismes psychiques qui sont pas toujours très harmonieux pour notre santé mentale. Oui, bien sûr, parce qu'on ne s'ennuie jamais. Notre attention est toujours focalisée sur plein de choses, mais on peut avoir l'impression de ne jamais aller au bout des choses. Et parce que aussi, le fait de zapper d'un réseau social à l'autre peut être considéré parfois comme une stratégie d'évitement par rapport à nos émotions. Alors qu'elles sont toutes légitimes, et que les ressentir, les accueillir, que ce soit la joie, la tristesse, le dégoût, la peur, la surprise, ça fait de nous des êtres vivants, des êtres sociaux, et qui tendent vers un peu mieux chaque jour, de même et avec les autres. On est d'accord là-dessus? On est d'accord. Bon, je vous remercie. Je rappelle qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux, Aëlle et Charlie, et que vous parlez psy et émotion avec votre communauté d'une manière très récurrente. Plus de 60 000 personnes vous suivent sur les réseaux sociaux. Vous adoptez le langage des jeunes. Vous savez bien parler aux jeunes, Aëlle.
Alors on essaie certainement parce que on fait aussi partie en quelque sorte de cette communauté, mais aussi parce qu'on essaie de se mettre à des points de vue différents. Ça, c'est ce qui fait partie de notre quotidien aussi. On essaie de parler aux gens, de récolter leurs informations et pas seulement de diffuser ce que nous on pense, mais aussi d'avoir des retours. Et Charlie, il s'agit aussi de garder toute la qualité des contenus d'information, et en tant que psychologue, vous êtes le garant de ces contenus d'information. On ne trouve pas tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux d'Aël et Charlie. On est bien d'accord, et notre contenu, alors on s'efforce tant bien que mal qu'il soit basé sur des preuves scientifiques et des preuves scientifiques solides, et quand un contenu qu'on peut dire parfois et qu'il n'y a pas de validité scientifique, on le dit systématiquement, et le but de notre contenu, c'est de faire réfléchir, et c'est de bien informer, d'informer correctement, et de faire avoir une réflexion aux personnes qui nous regardent sur le fait de ne pas croire la première chose qu'on voit, mais de systématiquement s'intéresser à la validité de ce qu'il y a derrière. Eh bien voilà, et en tout cas, si vous souhaitez vous poser des émotions, fuir un peu l'instantanéité, c'est pas mal. Il y a quelque chose qui marche assez bien, c'est d'aller s'asseoir au cinéma. Parce qu'au cinéma, on se pose. Et on n'a pas de zappette au bout du doigt, on n'a pas d'oreillette, on n'a pas la possibilité d'aller sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut aussi poser son portable. Et je crois qu'il y a quelque chose dans le cinéma qui est très porteur d'enjeux pour notre santé mentale. C'est l'obligation de se poser 1h30 devant un film et des images, et de s'y concentrer. Et de le faire en famille peut-être, ou avec des amis, de s'offrir, ressentir des émotions nouvelles. Donc n'hésitez pas à aller au cinéma ce week-end. Je vous remercie tous les deux de votre venue. À bientôt sur les réseaux sociaux et dans la roue des émotions sur Sud Radio. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, et on se retrouve la semaine prochaine pour tenter de trouver la bonne distance avec les faits marquants de l'actualité qui nous impactent et qui font parfois du dégât sur notre santé mentale en famille. Attention, tout n'est pas bon à voir pour les enfants, tout n'est pas bon à entendre sur les réseaux sociaux. Il y a les contrôles parentaux. Je vous invite à bien observer ce que vous portez à l'image et au son dans les têtes de vos enfants. À bientôt, au revoir. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h. Didier Meyran. Avec le Psychodon, agir pour la santé mentale.